Salut tout le monde. Alors, le cours d'aujourd'hui porte sur les crises économiques ou bien les crises financières. Allons-y. Donc, quelles sont ces crises financières? Il y en a plusieurs crises économiques que le monde a subies ces dernières années. Mais nous allons aborder les trois principales crises. Premièrement, la crise de l'année 1929, ou bien le crash de l'année 1929. Deuxièmement, la crise de l'année 2008, ou bien la crise immobilière. Et troisièmement, la crise de l'année 2020, c'est la crise de coronavirus, ou bien de la pandémie. Premièrement, on va aborder le crash de l'année 1929. Le crash du New York Stock Exchange entre le 24 octobre et le 29 octobre entraîne une crise bancaire qui précipite les États-Unis dans la Grande Dépression. Les événements de ces journées déclenchent la plus grave crise économique mondiale du XXe siècle. Objectif: aucune crise économique n'a dans les esprits la place qu'occupe celle de 1929. Le 24 octobre 1929, ou bien ce qu'on appelle le jeudi noir, et les jours suivants, les actions à Wall Street, c'est la bourse de New York, s'effondrent. Des centaines de milliers d'actionnaires sont ruinés. Les entreprises voient fondre leurs capitaux. Les banques font faillite. Cette crise est un événement historique considérable. Elle va en effet entraîner tous les pays industriels dans une période de dépression durant plus de 10 ans, bouleversant souvent les structures économiques et sociales, favorisant la montée des régimes autoritaires et débouchant sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est quoi le crash de Wall Street? Premièrement, on va aborder la principale cause, la spéculation économique. L'économie américaine semblait en pleine forme dans les années 20, alors que les pays européens peinaient à sortir de la guerre. Les États-Unis avaient connu une croissance rapide pendant cette période, fondée sur une augmentation de la production industrielle, des progrès techniques et un travail plus productif. Le Fordisme, ça vient du mot ou bien de l'économiste Ford, notamment s'imposait dans les entreprises. Les banques prêtaient généreusement aux entrepreneurs qui investissaient alors massivement. Surtout, un véritable boom spéculatif s'était emparé de la population américaine. 6% en moyenne détenaient dans les actions en 1929. L'augmentation considérable des cours, quadruplée entre 1925 et 1939, attirait les boursicoteurs, des plus importants aux plus modestes. Les actions étaient achetées souvent à crédit, 4 sur 5 des actions en 1929.
et on espérait rembourser les prêts par les plus-values obtenues en vendant les titres une fois que leur cours aurait augmenté. Les entreprises engageaient aussi imprudemment en bourse leurs capitaux de réserve. Les banques prêtaient à tout très facilement. La hausse appelant la hausse, le crédit soutenant la montée des cours. La bourse américaine se mit rapidement à tourner à vide en 1928, en se déconnectant de toute réalité économique. Donc c'est quoi le jeudi noir? Quelques signes avant-coureurs avaient été décelés, notamment une faillite retentissante d'une entreprise londonienne et des données indiquant une surproduction industrielle. Mais il n'y a pas de réaction avant septembre 1929. La bourse alors se monte hésitante. La panique gagne les actionnaires qui souhaitaient éviter la baisse des cours et le 24 octobre 1929, 13 millions de titres sont mis en vente sans trouver d'acheteurs potentiels. Les cours dégringolent, la chute est un peu stoppée le jeudi soir, mais les jours suivants, elle s'aggrave dans une panique générale. L'indice Dow Jones, basé sur une sélection de cours d'actions américaines, qui avait atteint environ 125 $ en 1929, s'effondre à 95 $ en 1930, 55 $ en 1931 et 26 $ en 1932. Certains actionnaires ruinés se suicident. De la crise boursière à la crise économique. Donc, on avait premièrement une crise boursière et elle s'est transformée en une crise économique. Comment ça se fait? On va aborder le cercle vicieux. Donc, c'est quoi ce cercle vicieux? Les gens ayant acheté leurs actions à crédit ne peuvent rembourser les banques. Les banques, dans l'incapacité de récupérer leur argent, sont de plus confrontées à une demande massive de retrait d'espèces par les particuliers inquiets de la situation et souvent elles ont aussi perdu à la bourse. Une vague de faillites bancaires, plus de 5000, se propage donc dans tout le pays. Des entreprises ayant investi en bourse font faillite. 23 000 en 1929 et 30 000 en 1932. Signe de ces difficultés, la production industrielle chute de 50% entre octobre 1929 et août 1932. Donc, quelles sont les conséquences de cette crise économique? Alors, les conséquences. Premièrement, on commence par les conséquences sociales. Les fermetures d'usines provoquent rapidement un chômage très important. Il y a plus de 12 000 millions de chômeurs en 1933 aux États-Unis, alors qu'il n'était qu'un 1 million en 1929. Des millions de gens se retrouvent donc dans la misère, sans abri et obligés d'aller à la soupe populaire. Les agriculteurs sont touchés aussi.
confronté à une baisse drastique des prix agricoles, 57% environ entre juin 1929 et décembre 1932. Ils doivent contracter de nouveaux emprunts pour rembourser les anciens. Parfois, les banques saisissent les terres de ceux qui ne peuvent plus payer, les poussant à l'émigration vers l'ouest. L'extension de la crise et les tentatives de solution. Donc la crise gagne le monde. Les banques américaines, souhaitant récupérer leur liquidité, investies à l'étranger, rapatrient leurs capitaux. Cette opération rapide et brutale met en difficulté l'économie de beaucoup de pays, notamment européens. L'Allemagne s'était reconstruite pendant les années 1920 grâce à de nombreux prêts américains. Privés de cet argent, les pays doivent donc diminuer leur importation, mesures protectionnistes, et leur consommation, rétractant d'autant le commerce mondial. La crise s'exporte ainsi en 1930 en Autriche et en Allemagne, en 1932 pour l'Angleterre et en 1933 pour la France. La baisse soudaine des importations américaines met aussi en difficulté leurs fournisseurs de matières premières. Souvent, les pays neufs comme Canada ou le Brésil, le café brésilien par exemple, perd les 2 tiers de sa valeur et se retrouve tout juste bon à être utilisé comme combustible dans les locomotives. Les conséquences sociales sont dramatiques. Chômage, misère sont le lot de beaucoup de pays. Donc, quelles sont les tentatives de solution? Face à ces difficultés, les États essaient de réagir. Les réactions communes sont de 2 types. La dévaluation de la monnaie, comme en Grande-Bretagne, où la livre sterling est dévaluée de 40% en 1931, et dans la plupart des pays, ce qui permet de stimuler les exportations, les produits du pays coûtant moins cher. Et deuxièmement, après la dévaluation, on a la déflation. C'est la réduction des salaires et des dépenses pour assainir l'économie. Essayé en France, par exemple, en 1935, mais sans grand succès. Cette politique économique a même eu un effet pervers, puisque, en réduisant la consommation, elle a aggravé les effets de la crise. Des économistes proposent aussi leurs solutions face à cette situation qui n'arrive pas, contrairement à ce que pensent les libéraux, à se résoudre d'elle-même. Alors, John Maynard Keynes, un Anglais, suggère ainsi de relancer l'économie par la consommation, par une politique de grands travaux et d'aide sociale. L'État donne du travail et de l'argent, lequel est réinvesti dans l'achat de produits industriels, ce qui relance les industries et donc l'économie du pays.
Cette politique est initiée par le président Franklin Delano Roosevelt, élu en 1932. C'est le New Deal, c'est-à-dire la nouvelle donne. On construit ainsi des barrages. Le barrage Hoover, des routes, des ponts en 1933 et 1934. 60% du budget fédéral est consacré à ce type de dépenses. Ces aides financières sont distribuées aux entreprises et aux particuliers. L'économie américaine repart ainsi à la fin des années 30. D'un point de vue général, tous les États rompent avec l'idéologie libérale et interviennent dans l'économie à travers les réglementations, les prix minimums, protectionnisme, etc. Donc le maximum est atteint par les régimes fascistes qui prônent l'autarcie. La politique d'armement en vue de la Seconde Guerre mondiale sera pour certains, l'Allemagne notamment, un moyen de résoudre le chômage et de relancer la machine économique. L'essentiel, la crise de 1929 prend son origine dans un crash boursier à New York le 24 octobre à cause d'une spéculation trop forte. Elle entraîne la ruine de certains de milliers d'actionnaires américains et des faillites de banques et d'entreprises. Les banques américaines, en rapatriant leurs capitaux placés à l'étranger, vont propager cette crise. Le commerce mondial se rétracte fortement. Partout, les conséquences sociales sont dramatiques. Chômage, misère, mouvements migratoires, etc. Le contexte social favorise la montée de mouvements extrémistes. Les États essayent de redresser leur économie par la dévaluation et ou la déflation. Alors John Maynard Keynes propose une relance de la consommation appliquée par Roosevelt aux États-Unis. La guerre et sa préparation sera pour certains pays la solution à ces difficultés économiques et sociales. Maintenant, on va aborder la crise des subprimes de l'année 2008, ou bien ce qu'on appelle la bulle immobilière. Alors, provoquée par la titrisation des créances douteuses issues de la bulle immobilière américaine des années 2000. La crise éclata pendant l'été 2007, connue alors comme la crise des subprimes. Elle s'est manifestée par une baisse de l'immobilier, un effet domino provoquant l'effondrement de diverses grandes banques dans le monde et une baisse des bourses d'actions. Les banques centrales, BCE et FED principalement, ont injecté d'importantes liquidités. L'adoption d'un plan de sauvetage du système bancaire aux États-Unis, ce qu'on appelle le plan de Paulson, et d'autres mesures prises notamment en Europe n'ayant pas suffi à rétablir la confiance. Une chute des bourses mondiales s'est déroulée en octobre 2008. Le marché interbancaire est de son côté presque totalement paralysé par des taux d'intérêt très élevés et une crise de confiance généralisée. L'économie non financière commence de son côté à être atteinte par la crise.
Les fonds de retraite des États-Unis ont à ce moment perdu 2 000 $ en un an. Donc, quelles sont les causes de la crise financière? Il y a des dysfonctionnements microéconomiques. D'après Michel Aglietta, un économiste qui propose lors de son intervention une interprétation de cette crise financière et économique comme celle mettant fin à ce régime de croissance fondé sur l'endettement sans limite du monde occidental par le secteur privé. Et ce sont 4 pistes de réflexion qu'il développe, dont la première concerne l'imbrication des causes microéconomiques et macroéconomiques. Cette imbrication est par ailleurs soulignée par tous les économistes présents lors de cette conférence. L'aspect microéconomique de la crise financière recouvre les questions d'information, de règles, de normes prudentielles et du fonctionnement des banques, notamment dans la distribution du crédit. Les aspects macroéconomiques, quant à eux, font référence à la liquidité disponible sur les marchés, au choix de politique monétaire, à la question du financement du déficit américain. À titre d'exemple de ces dysfonctionnements, on peut retenir tout d'abord la dérive des comportements microéconomiques dans la finance ou la mauvaise gouvernance des institutions financières, des agences de notation et des autorités de contrôle a poussé à une prise de risque excessive, et ce sur de nombreuses années. Ainsi, les institutions financières, au lieu de limiter l'endettement des ménages américains, ont cherché à trouver les moyens de permettre aux insolvables d'emprunter quand même. La poursuite de la distribution des crédits subprimes et de leur titrisation s'est accélérée à partir de la fin de l'année 2006, alors même que les prix de l'immobilier avaient commencé à baisser. Or, le taux de défaillance sur des prêts immobiliers aux caractéristiques quasiment identiques, mais différents par la possibilité d'être titrisé ou non, peut augmenter de 20% avec l'option de titrisation. Et le taux de titrisation des prêts immobiliers est passé de 30% en 1995 à 80% en 2006. Pour les prêts subprimes, la fraction titrisée est passée de 46% en 2001 à 81% en 2006. Les agences de notation ont ensuite permis que soient vendus par les banques ces titres issus des crédits subprimes. Comme le souligne Aglietta, les titres paraissaient diversifiés car les crédits étaient regroupés en poules puis titrisés. Donc, avec un risque global peu élevé, les agences de notation leur ont accordé de bonnes notes, généralement AAA, la meilleure note. Mais ces agences ont aussi joué un rôle d'accélérateur dans l'apparition de la crise financière. En effet, à partir de 2007, elles ont décidé d'abaisser la note de nombreuses obligations construites sur ces poules de crédit hypothécaires. Ces titres sont alors devenus liquides et ont conduit les banques à ne plus pouvoir refinancer leurs positions, entraînant alors l'intervention des banques centrales. Mais ce n'est pas seulement pour leur notation que ces agences sont aujourd'hui sous le feu de critiques. Il en va aussi de leur mode de fonctionnement intrinsèque et leur position de quasi-monopole. Comme le rappelle Jean Tirole,
Seulement 3 grosses agences existent et 2 d'entre elles, Moody et Standard & Poor's, se partagent 80% du marché. Et leur fonctionnement a conduit à un mélange des genres entre l'activité de conseil, service d'évaluation préliminaire ou pre-rating assessments et activité de notation. Une des conséquences est alors une augmentation de la probabilité de défaillance des tranches en comparaison avec les tranches n'ayant pas eu recours à ces conseils. En effet, en expliquant aux banques comment choisir les tranches pour juste passer la barre des notes favorables, les tranches sont devenues plus marginales que moyennes. Et le dernier aspect du dysfonctionnement de ces agences est leur mode de rémunération, des commissions proportionnelles au volume de notation émise, créant ainsi une très forte incitation à la surnotation. On a aussi le rôle des évolutions macroéconomiques. Donc, en termes macroéconomiques, il faut souligner l'accumulation et la concentration de déséquilibres aux États-Unis depuis la crise asiatique de 1997. Ainsi, le maintien par la Fed de taux d'intérêt de court terme anormalement bas, 1% à certains moments, entre 2001 et 2004, a fourni une importante liquidité bon marché. Ensuite, comme le démontre Jean Tirole, les États-Unis ont mené une politique monétaire permissive permettant ainsi aux défaillances de marché et de régulation d'être exploitées par les agents. En effet, en créant beaucoup de titres échangeables sur les marchés américains sont devenus particulièrement attractifs pour les investisseurs en quête de rendement. C'est notamment le cas des investisseurs étrangers dans l'impossibilité d'investir sur leur propre marché financier. Fonds souverains arabes, Arabie Saoudite par exemple, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, etc. et asiatiques comme Singapour, Corée du Sud. Mais aussi le cas de la Chine dotée d'une immense réserve de change et voulant fonder sa croissance sur une monnaie sous-évaluée et les exportations. Et une partie de cet argent a été investie dans l'immobilier. Et dans ce secteur aussi, l'État fédéral américain a permis que se mettent en place certains éléments de la crise. Rien n'a été fait contre l'asymétrie entre prêteurs et emprunteurs immobiliers, résultant du manque d'informations, pas de nombreux ménages emprunteurs sur les risques congrus. En cas de remontée des taux d'intérêt ou de stagnation du marché immobilier. De la même manière, très peu d'États ont mis en place des législations concernant les conditions d'octroi des prêts immobiliers pour décourager le predatory lending. Enfin, la déductibilité étendue des intérêts sur les emprunts immobiliers constitue un autre encouragement excessif du marché immobilier. Enfin, pour l'économiste Agletta, cette situation est donc la crise qui en a résulté a aussi été soutenue par une idéologie particulière. En force depuis la chute du mur de Berlin, ainsi symbole de cette idéologie, le consensus de Washington a promu notamment un État minimal, une privatisation à outrance, limitant par là même la possibilité de contrôle des autorités publiques, une ouverture sans limite aux mouvements de capitaux, permettant une dissémination sans précédent de la crise, et une déréglementation généralisée de la finance, cœur de la situation actuelle. Alors,
Quelle est la chronologie du déclenchement de la crise et de sa propagation? Patrick Artus a introduit cette conférence sur les crises financières par un rappel du déroulement des faits. Entre 2002 et 2006, se met en place une bulle immobilière aux États-Unis, lors de laquelle des crédits hypothécaires, ça veut dire les subprimes, sont accordés notamment aux salariés pauvres américains. Ce système n'est viable qu'à condition que les taux des prêts restent bas et que la valeur des immeubles continue d'augmenter, garantissant ainsi le capital et les intérêts de ces prêts. En 2006, le taux directeur de la Réserve fédérale américaine atteint 5%, contre 2% 3 ans auparavant. Or, les prêts subprimes sont souvent indexés sur ce taux. Un nombre toujours plus important d'emprunteurs se trouvent en situation de défaut de remboursement, les biens immobiliers étant ensuite saisis et vendus aux enchères. C'est le début d'un renversement de tendance. Les prix immobiliers baissent, faisant par conséquent baisser la valeur des hypothèques. À l'été 2007, le marché immobilier américain est donc dans une situation de chute de la demande, entraînant une baisse du prix de l'immobilier et rendant ainsi beaucoup de ménages américains emprunteurs insolvables. À cette date, le taux de défaut des ménages américains sur leur crédit hypothécaire est très élevé, autour de 6%. L'agence américaine garantissant les dépôts des particuliers chez les banques commerciales, la FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, estima à 1,4 million le nombre de ménages en retard d'au moins 2 mois dans leur remboursement hypothécaire mensuel, auxquels s'ajouteront en 2009 3 autres millions, dû notamment au décalage entre la signature du crédit et son passage à taux variable et augmenté. Par ricochet, les actifs financiers liés au crédit hypothécaire, les ABS et notamment les MBS, perdent beaucoup de valeur, entraînent dans la crise les agences qui titrisent ces prêts aux États-Unis. Le cas le plus médiatisé est celui de Freddie Mac et Fannie Mae, représentant à eux de plus de 40% de l'encours de crédit immobilier. Ils sont placés sous tutelle des pouvoirs publics début décembre ou bien septembre 2008. La crise s'étend ensuite au secteur bancaire, proprement dit avec l'annonce des prêts des banques et des investisseurs institutionnels sur ces actifs. Ainsi, en juillet 2007, la banque d'affaires américaine Bear Stearns Fund, deux fonds spécialisés dans ce type de crédit, les pertes sont ensuite le fait des banques de détail sur les crédits immobiliers aux États-Unis, car l'Europe reste épargnée, amenant de ce fait une crise de confiance généralisée dans le système bancaire. Du secteur bancaire, la crise atteint ensuite le secteur de l'économie réelle. Les entreprises font désormais face à des difficultés de financement suite à une forte hausse de primes de risque touchant tous les types de financement, les obligations, les crédits bancaires, les actions, etc. Enfin, le secteur interbancaire est lui aussi mis en difficulté
dans un contexte de crise de liquidité et de difficultés de financement des banques. Là encore, hausse des primes de risque sur toutes les formes de financement. À l'été 2008, cette crise de liquidité des banques se répercute sur les entreprises en conduisant à un rationnement du crédit. La crise de l'année 2008 a débuté avec des difficultés rencontrées par les ménages américains à faible revenu pour rembourser les crédits qui leur avaient été consentis pour l'achat de leur logement. Ces crédits étaient destinés à des emprunteurs qui ne présentaient pas les garanties suffisantes pour bénéficier des taux d'intérêt préférentiels, en anglais prime rates, mais seulement à des taux moins préférentiels, ce qu'on appelle les subprimes. L'endettement des ménages américains a pu s'appuyer sur le taux d'intérêt extrêmement bas pratiqué pendant des années par la Banque centrale des États-Unis, ce qu'on appelle la Fed. À partir de 2001, après la crise boursière sur les valeurs intérêts, en outre, les crédits étaient rechargeables, c'est-à-dire que régulièrement on prenait en compte la hausse de la valeur du bien et on autorisait l'emprunteur à se réendetter du moment de la progression de la valeur de son patrimoine. Cela a soutenu la forte croissance des États-Unis. Les crédits subprimes ont été gagés par une hypothèque sur le logement acheté. L'idée étant que les prix de l'immobilier aux États-Unis ne pouvaient que grimper. Dans ces conditions, une défaillance de l'emprunteur devait être plus que compensée par la vente du bien hypothéqué. Autre caractéristique, ces crédits ont souvent été accordés avec des taux variables. Plus précisément, les charges financières de remboursement étaient au démarrage très allégées pour attirer l'emprunteur. Elles augmentaient au bout de 2 ou 3 ans et le taux d'emprunt était indexé sur le taux directeur de la Fed. Ce qui s'est passé est finalement assez facile à comprendre. La Banque centrale américaine a progressivement relevé ses taux de 1% en 2004 à plus de 5% en 2006 pour tenir compte de l'évolution de l'inflation et de la croissance américaine. Les charges financières des emprunts se sont considérablement alourdies. Un nombre croissant de ménages n'a pas pu faire face. Les arbres ne sont pas montés jusqu'au ciel et les prix de l'immobilier ont fini par se retourner à la baisse dans l'ensemble des États-Unis. Résultat, donc qu'est-ce qu'on en déduit? La valeur des habitations est devenue inférieure à la valeur des crédits qu'elle était supposée garantir. L'afflux des défaillances des emprunteurs et des reventes de leurs maisons hypothéquées a accéléré la baisse des prix de l'immobilier. Les pertes se sont donc accumulées également du côté des prêteurs. Des établissements de crédit spécialisés se sont des premiers retrouvés en difficulté. À l'été 2007, le taux de non-remboursement sur les crédits dépassait 15%,
contre 5% en moyenne à la même époque pour l'ensemble des crédits hypothécaires aux États-Unis. Chiffre lui-même record depuis 1986. Certes, les défauts de paiement ne conduisent pas tout à la faillite de l'emprunteur et à la vente du bien hypothéqué. Mais on estimait, fin août 2007, que près d'1 million d'emprunteurs avaient perdu leur logement. Sur la base d'un taux de défaillance de 15%, l'évaluation initiale du coût financier de la crise des subprimes était de 160 milliards de dollars. Important certes, mais pas de quoi provoquer une crise financière mondiale. Les réponses économiques et politiques. En termes d'intervention publique, l'année 2007 se caractérise plutôt par des politiques d'injection massive de liquidités sous forme de prêts afin de garantir la solvabilité des établissements bancaires. En août 2007, la Banque centrale européenne chiffre son intervention à presque 95 milliards d'euros, tandis que celle de la Réserve fédérale américaine se monte à 24 milliards de dollars. En septembre, la banque britannique Northern Rock, cinquième établissement bancaire du pays, menaçant de faire faillite. La Banque d'Angleterre lui accorde un prêt d'urgence. Au total, les banques centrales, BCE, Fed, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, prêtent aux établissements bancaires pour plus de 400 milliards d'euros de liquidités. La première moitié de l'année 2008 voit la situation se dégrader fortement, obligeant les pouvoirs publics à des interventions plus radicales que le seul octroi de prêts. Dès février 2008, la banque Northern Rock est nationalisée par le gouvernement britannique. Avec l'aide financière de la Fed, JP Morgan Chase, géant bancaire américain, rachète en mars Bear Stearns pour seulement 236 millions de dollars. Et le mois de septembre voit se mettre en place la mise sous tutelle gouvernementale de Freddie Mac et Fannie Mae, le Trésor américain garantissant leurs dettes à hauteur de 100 milliards de dollars pour chacune de ces institutions. La faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers vient confirmer, s'il en était besoin, la gravité de la situation. Le rachat d'une autre banque d'affaires, Merrill Lynch, par Bank of America, pour 50 milliards de dollars en est un autre signe. Mais l'Europe n'est pas épargnée par la tourmente et les États interviennent eux aussi massivement. Injection de 6,4 milliards d'euros pour sauver la banque franco-belge Dexia en septembre 2008. Nationalisation partielle de Forty en octobre. L'État allemand garantit 26,5 milliards d'euros pour sauver Hypo Real Estate, établissement spécialisé dans le financement immobilier et très engagé auprès de Lehman Brothers. À l'automne s'ouvre l'ère des plans de sauvetage du système bancaire et financier, plan de relance budgétaire pour éviter que la récession ne se transforme en dépression. En septembre, le secrétaire du Trésor américain, H. Paulson, propose un plan adopté par le Sénat et la Chambre
de représentants le 3 octobre 2008 de rachat actifs toxiques, principalement MBS, présents dans les comptes des banques officiant aux États-Unis à concurrence de 700 milliards de dollars. En février 2009, un plan de stabilité est présenté comprenant un Financial Stability Trust pour consolider les fonds propres des entreprises qui en auraient besoin, un Consumer and Business Lending Initiative, pour relancer les prêts aux consommateurs et aux petites entreprises, des fonds servant à éviter les saisies immobilières. L'enveloppe affectée à ce dernier plan a été estimée lors de son adoption en première lecture par la Chambre des représentants en janvier 2009 à 825 milliards de dollars, soit 5,8% du PIB, et peut aller jusqu'à 2000 milliards de dollars financés par le Trésor américain et la Fed. L'Europe, quant à elle, se replie sur les plans nationaux dont la coordination et l'ampleur globale sont des enjeux centraux. L'ordre de grandeur de ces plans est le suivant: 3,7% du PIB pour l'Espagne, pour un montant de 40 milliards d'euros sur 2 ans. 3,3% du PIB avec 82 milliards d'euros sur 2009-2010 en Allemagne. 2,2% du PIB au Royaume-Uni pour un montant de 31,5 milliards de livres et 1,3% du PIB en France avec un plan de 26 milliards d'euros. Enfin, un dernier exemple de plan de relance budgétaire massif est le plan chinois. En novembre 2008, un plan de 15% du PNB, le produit national brut, et pas le PIB. D'accord? Il y a une différence entre PNB et PIB. Sur les 2 ans à venir est décidé, soit un montant de 586 milliards de dollars. Des entreprises privées participant au financement de ce plan, la question de sa rapidité d'exécution se pose malgré tout. L'échéance politique et économique suivante a été réunion du G20 à Londres le 2 avril 2009. 4 grandes interventions ont été décidées. Des aides pour un montant total de 1100 milliards de dollars ont été annoncées pour les 2 volets que sont les institutions financières. Le FMI voit ses ressources multipliées par 3 et portées à 750 milliards de dollars. Et la relance, 250 milliards de dollars seront consacrés à relancer les échanges commerciaux mondiaux et 100 milliards de dollars seront versés aux banques de développement. La publication par l'OCDE de la liste des paradis fiscaux non coopératifs et l'intention d'exercer un contrôle accru des agences de notation et des fonds spéculatifs a été affirmée, tout comme la volonté de promulguer de nouvelles règles en matière de rémunération dans le secteur de la finance sans que plus de précision ne soit apportée sur ces 2 points. La décision prise de réunir à nouveau le G20 d'ici la fin de l'année 2009. Après la prochaine Assemblée générale de l'ONU en septembre, laisse la porte ouverte à de nouvelles mesures, au moins à de nouvelles déclarations d'intention permettant aussi de prendre en compte des évolutions futures de la conjoncture mondiale. Maintenant, on va voir comment cette crise financière est devenue une crise économique. Donc de la crise financière à la crise économique. Comment ça s'est passé?
Dans la chronologie de la crise financière devenant économique, une date apparaît comme un symbole très fort et très inquiétant. Le débat sur l'octroi d'aides d'urgence aux 3 constructeurs automobiles américains à l'automne 2008 a signifié un changement à la fois de la nature de la crise et de sa dimension. Le secteur automobile américain ne représente certes qu'environ 0,6% de l'emploi privé et 3,6% de l'emploi dans la production de biens, mais il peut être vu comme particulièrement symbolique et comme une annonce des difficultés économiques à venir, tant aux États-Unis qu'en Europe. Et comme le note l'économiste Aglietta, ce transfert de la crise financière à l'économie s'est fait en raison de l'absence de mécanismes spontanés de régulation, dans un effet boule de neige. Donc, c'est quoi l'effet boule de neige? Ça veut dire l'accumulation des dettes publiques. D'accord? Il s'appelle l'effet boule de neige. Car dans ce modèle de la banque de marché décrit précédemment, le crédit est tiré non pas par les revenus qui permettront de le rembourser, mais par l'anticipation de l'augmentation de la richesse. De plus, un processus de désendettement du secteur privé sans contrôle de l'État a pour caractéristique d'être récessif. En effet, par un effet de second tour, le désendettement du secteur privé conduit à une baisse des revenus, à une hausse du chômage, créant ensuite une baisse considérable des profits, faisant alors retour sur les nouvelles dettes insolvables, celles-ci reposant à leur tour des problèmes au système bancaire. De la même manière, dans un bilan de l'OFCE, la crise économique est analysée en termes d'atterrissage forcé. La crise financière conduit à un ralentissement macroéconomique brutal. Celui-ci se manifeste de différentes façons. Dévalorisation des actifs immobiliers accroissant ainsi les défauts, ralentissement macroéconomique augmentant les défauts des entreprises, les Royaumes-Unis, la France, etc. Et le chômage via des dépôts de bilan avec un effet de retour sur les bilans bancaires accentuant la pression sur les entreprises et les ménages. Multiplicateur d'endettement, effet richesse. Les chiffres présentés sont à ce titre très évocateurs. La production industrielle est en chute libre. En termes de variation sur un an, moins 18% en Espagne, moins 12% en Allemagne, moins 11% en France, moins 9% au Royaume-Uni et en Italie, moins 8% aux États-Unis. Le chômage connaît de son côté une accélération brutale. En termes de variation sur un an, plus de 5% en Espagne à un niveau de 14% et 2 points aux États-Unis à un niveau de 7% et plus d'un point au Royaume-Uni à un niveau de 6%, 0,4 points pour la France à un niveau de 8%. Dans une note de conjoncture de l'INSEE, les auteurs utilisent le modèle dit NIJAM, créé par le National Institute of Economic and Social Research, pour chiffrer l'effet des pertes de richesse et de la hausse du coût du financement, tout en tenant compte des effets de transmission par le commerce international. Et selon leurs calculs, la crise financière coûterait aux principales économies avancées, États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, entre 3 et 7 points de croissance en 2009. En matière très globale, on constate de plus que la richesse des ménages diminue beaucoup plus vite que leur dette.
Le début 2007, le rapport de la richesse nette des ménages à leur revenu se monte à 625%, tout comme le rapport de leur dette à leur richesse nette. En 2008, ce premier rapport est passé à 540%, tandis que le second est monté à 660%. Aux États-Unis, le patrimoine des ménages a subi une dévalorisation de l'ordre de 10% entre le troisième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2008. Et cette perte de richesse des ménages a pour conséquence de réduire leur capacité à emprunter et de peser sur leur consommation du fait d'un effet richesse négatif. Dans cet ordre, l'idée, pour la première fois depuis 1945, la consommation des ménages va baisser pendant une année entière, moins 3% aux États-Unis pour l'année 2008. Maintenant, on va voir la crise économique du coronavirus de l'année 2020. Avec le début de l'épidémie de coronavirus, au début du mois de décembre 2019 en Chine, la maladie se répand à travers le monde et cause une chute libre des bourses mondiales, principalement les bourses asiatiques et européennes, zones les plus touchées par l'épidémie. C'est au cours de cette crise que le CAC 40 enregistre la pire séance de son histoire. Si la pandémie du coronavirus a d'abord impacté l'économie réelle, telle que la production industrielle, la consommation des ménages, etc., avec le ralentissement de l'activité économique mondiale, elle a ensuite rapidement affecté la sphère financière. La propagation de la maladie à l'échelle planétaire a plongé les marchés financiers dans la tourmente à la fin du mois de mars, avec une chute des marchés boursiers et une extrême volatilité des cours inédite depuis la grande crise financière de l'année 2008. La panique a touché toutes les classes d'actifs financiers, des marchés actions aux obligations, en passant par l'or, les cryptoactifs comme le Bitcoin et les matières premières, mettant en lumière les anticipations des opérateurs sur les conséquences très dures de cette crise pour l'économie mondiale. Le cours d'une action que l'on observe sur les marchés financiers est censé refléter la valeur fondamentale, c'est-à-dire réelle, définie comme la somme actualisée des anticipations de dividendes versés par les entreprises. Or, la santé des entreprises étant gravement mise à mal, les anticipations sont brutalement devenues pessimistes et la correction brutale à la baisse des marchés financiers s'est nourrie d'alertes très préoccupantes sur la profitabilité des entreprises. Mais dans un univers où la finance est globalisée, on sait que les chocs financiers expliquent aussi largement les fluctuations conjoncturelles. La crise des marchés financiers peut en effet se répercuter sur le système bancaire. Crainte d'une montée des défauts sur la dette des entreprises et des ménages, inquiétude sur la solvabilité des banques et provoquer un rationnement du crédit qui amplifie encore la chute de la demande globale et accentue encore la défiance sur les marchés financiers. Pour éviter les effets nocifs de ce cercle vicieux,
où la crise de l'économie réelle nourrit l'instabilité financière, laquelle compromet un retour les perspectives de reprise économique. Au cours de cette phase du cycle du crédit et de remontée du risque du crédit, les grandes banques centrales des pays du G20 ont annoncé de puissantes mesures de soutien monétaire. La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont ainsi nettement amplifié le caractère accommodant de leur politique monétaire avec une baisse des taux d'intérêt directeurs, des rachats massifs d'actifs et de dettes souveraines pour soutenir le marché obligataire et éviter une envolée des primes de risque sur les dettes des États les plus fragilisés par la crise, dans une période où ils doivent financer leur plan de relance sur les marchés.